Willkommen, bienvenue, welcome pour un nouveau point lecture. C'est un thé délicieux, je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent de Noël cette année et je l'avais pas encore goûté. C'est un thé noir à l'osmanthus, je vais essayer de le retrouver parce que j'ai envie de m'en commander. De la marque Territoire, jeu de mots. Et c'est un thé noir avec donc de l'osmanthus, je crois que c'est un laurier quelque chose, je sais pas quoi, j'ai lu ça. Qui donne un goût d'abricot et de pêche, mais vraiment super subtil et très très bon. Un délice. Bref. Désolé pour ce petit look de premier de la classe là, avec ce col mal repassé, enfin pas repassé du tout d'ailleurs. Ma foi, vous avez l'habitude sur la chaîne. Il fait un temps affreux à mourir, c'est pour ça que là je suis collé à la fenêtre pour essayer d'avoir un semblant de lumière. Il pleut, il flotte, ça mouille, la fête à la grenouille, depuis 2 jours, plus même, depuis 3 jours, j'en ai ras-le-bol. Je suis bientôt en vacances, j'ai hâte. Enfin, quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà en vacances. Bref, j'ai lu 4 livres, donc je viens vous en parler comme à l'accoutumée. En premier lieu, j'ai lu En attendant Godot de Samuel Beckett, aux éditions de Minuit. En attendant Godot de Samuel Beckett, c'est une pièce très connue, qui est étudiée, je pense, même au bac français. Ça fait partie du théâtre de l'absurde, au même titre que Ionesco. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que j'adorais Ionesco, et je n'avais jamais lu de Beckett. Donc quand j'ai trouvé cette magnifique édition de Minuit, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai un petit faible pour les éditions de Minuit. Et donc du coup, dans En attendant Godot, théâtre de l'absurde, écrit en 1948, on va suivre Vladimir et Estragon, qui, comme le nom l'indique, attendent Godot. C'est pas vrai. Eh ben si. Et c'est même, j'ai envie de vous dire, à peu près tout ce qui se passe dans la pièce de théâtre, parce que justement, c'est de l'absurde et c'est de l'inaction. C'est le fait que tout ce qu'on fait est vain, tout ce qu'on peut dire est vain, il n'y a rien, tout est inutile. L'éloge de l'inaction, l'éloge du langage inutile, donc du coup, c'est des discours très alambiqués, à la limite, c'est de l'absurde, donc alambiqué mais en même temps comique par certains endroits. On va suivre Vladimir et Estragon, la scène est presque dénuée de tout rapport spatio-temporel, on sait juste que c'est la tombée de la nuit, on sait pas trop quelle époque, il y a juste un arbre sur scène et une pierre je crois, ou un banc, quelque chose comme ça. On n'a que 2 personnages, Vladimir et Estragon, qui sont plus ou moins 2 vagabonds, 2 SDF, hein, on sait pas trop, ils sont pauvres, ils ont l'air, ils sont habillés en guenilles, et voilà. Et va arriver après, un peu plus tard, 2 autres personnages, Lucky et... je sais plus comment il s'appelle, le 4e. Popov? Non, pas Popov. Je sais pas pourquoi je pense à Popov. Pozo. Ah bah, j'étais pas loin. Lucky et Pozo. Et donc Pozo, on comprend plus ou moins qu'il est un peu le maître des lieux, de l'endroit où on est. Et il tient Lucky en laisse, qui est l'esclave de Pozo. Et donc Lucky ne fait que ce qu'on lui dit de faire. Il est vraiment presque apathique. On dirait qu'il a pas moyen de penser, voilà. Et donc ils vont arriver, ils vont avoir des dialogues avec Vladimir et Estragon qui pareil ne riment à rien. Et en fait c'est ça que j'aime dans l'absurde, c'est ces dialogues un peu surréels, irréels, complètement barrés, qui ont quand même un sens. Là c'est nous montrer que, enfin il essaye de moi ce que l'interprétation que je m'en fais, c'est que l'amour ça sert à rien, l'amitié ça sert à rien, la richesse ça sert à rien. Et c'est un peu défaitiste peut-être et assez négativiste, je sais pas comment dire, mais c'est pas très optimiste comme discours et comme pièce de théâtre, mais à la lecture, on en rigole, à la lecture, moi j'ai bien aimé. En plus, c'est une pièce de théâtre, c'est très court, il y a beaucoup de sons quand même, même dans ces discours qui riment à rien, dans ces phrases qui veulent rien dire, qui n'ont ni queue ni tête, ou les dialogues de sourds entre Vladimir et Estragon qui, pendant 3 pages, se répètent les mêmes choses et qui se les répéteront un chapitre plus tard. Il y a voilà, c'est ça que je voulais dire, il y a du son, il y a de la sonorité, ça rime, des fois c'est ping-pong, des fois c'est des grandes phrases, et après ça retombe à plat, et enfin voilà, il y a beaucoup de rythme, beaucoup de sonorité, et j'ai adoré. Donc c'est le monologue de Lucky, la logorée de Lucky j'ai envie de dire, qui se tient sur, je vais vous le montrer, sur 3 pages. Donc là vous voyez, il y a la première page, la deuxième page, la troisième page, et voilà. Et donc sur ces 3 pages là, c'est vraiment 3 pages de grand n'importe quoi, avec des expressions empruntées au langage scientifique, étant donné, à la base de mes recherches, nanana. Mais vraiment, ce monologue, c'est une parodie de la science qui est là pour justement prouver peut-être l'échec de la science sur certains points et l'échec du langage. Ce qui me ressort aussi de cette pièce, c'est que oui, alors les actions, tout ça, ça sert à rien, enfin tout est vide de sens, tout est absurde, mais le dialogue aussi, le langage est un échec, on n'arrive pas vraiment à exprimer ce qu'on veut grâce au langage, grâce aux mots.
et souvent ça tombe à côté, souvent ça tombe à plat, souvent c'est mal interprété, et avec ce grand monologue de 3 pages là de Lucky, qui est donc l'esclave qui ne pense pas, qui ne dit rien, qui d'un coup, presque mécanique comme un disque rayé, vient parler, vient faire des phrases à rallonge sans aucune ponctuation, qui n'ont ni queue ni tête, et il nous prouve encore une fois que les mots peuvent ne rien dire en fait. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé En attendant Godot de Samuel Beckett, et maintenant j'ai envie de lire Fin de partie, qui est je crois également une pièce de théâtre ou un roman, je ne sais plus, de Beckett, mais qui je crois s'inscrit également dans l'absurde. Je vais aller me moucher parce que je suis en apnée à chaque fois que je fais une vidéo, parce que j'ai le nez qui se bouche tout le temps. Je pense que j'ai un problème de naso. Je reviens. Vraiment, moi quand je me mouche, c'est la 5e symphonie, la 8e, je sais pas, une symphonie. Ensuite j'ai lu Histoire de la nuit de Laurent Mauvigné, aux éditions de Minuit. Toujours. C'est donc le 3e roman de Laurent Mauvigné que je lis et dont je parle sur la chaîne. J'avais commencé par Loin d'eux, son premier roman. Ensuite, Ce que j'appelle Oubli, un très court texte de 60 pages que j'avais également beaucoup aimé. Et là, Histoire de la nuit, donc c'est son dernier roman paru. Je pense que ça doit être l'année dernière parce que j'ai vu qu'il sortait en poche, donc chez Minuit Double, qui est la collection poche des éditions de Minuit, à la rentrée littéraire. Le résumé est très court. On nous dit qu'on est dans un petit hameau de campagne, la Bassée, qu'on peut situer aux alentours de Besançon si j'ai bien compris. Et donc on va suivre 4 personnages, Bergogne et Marion qui sont un couple, qui ont une fille Ida, et Christine qui est leur voisine. On se rend très vite compte qu'ils ne parlent pas, ou qu'ils parlent très peu. Ce sont des taiseux, c'est un peu quelque chose qui revient, enfin moi dans les 3 romans là que j'ai lu de Mauvigné, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup. Dans le premier, je vous avais dit, donc c'était sur le suicide, sur des parents qui n'ont pas vu que leur fils allait se suicider. Du coup, c'était que des monologues, des dialogues intérieurs très introspectifs parce que les gens n'arrivaient pas à communiquer et à parler entre eux et ils ne parlaient pas spécialement. Dans Ce que j'appelle Oubli, Laurent Mauvigné donne la parole à une personne morte. En fait, c'est quelqu'un qui se fait tabasser et c'est cette personne qui, au moyen d'une longue phrase de 60 pages, nous raconte comment elle a vécu ce meurtre, enfin cette mise à sac. Et dans Histoire de la nuit, là, c'est un peu pareil, c'est des personnages qui ne prennent pas beaucoup la parole. Donc on va voir Christine, leur voisine, qui est une peintre qui vient de Paris, je crois, qui est retraitée, et qui s'installe dans ce hameau qu'elle connaît depuis très longtemps, qu'elle avait déjà la maison ici, mais en fait, suite à sa retraite, elle décide de s'y installer directement. Et du coup, elle est un peu vue comme l'excentrique de la communauté de communes, et elle ne parle pas à grand monde, si ce n'est à son voisin, Bergogne. Et encore, quand ils discutent, c'est assez très chaleureux, parce qu'on comprend très vite qu'ils ont une relation d'amitié, limite même filiale, parce qu'elle est plus vieille que son voisin. Mais c'est une relation qui n'a pas besoin de mots, qui s'exprime plutôt par les gestes, par les actions. Et donc les mots qui peuvent se dire, c'est comment ça va, t'as rentré les poules, t'as vu, il a plu, nanana. Enfin vraiment des discours un peu, des dialogues assez ruraux, parce que ça se passe dans un... Enfin des dialogues ruraux, ça veut rien dire, mais des dialogues... Voilà, un peu, comme dans le Beckett, un peu vide de sens, mais qui là par contre ont un pendant dans les actes qui, même si les mots sont peut-être distants ou froids, les actes ne le sont pas, et du coup voilà. Donc il y a Christine, il y a Bergogne, qui lui est fils d'agriculteur, il a repris la ferme familiale, il habite avec sa femme et sa fille, il travaille seul, il n'a pas d'employé, de rien du tout, il est bien avec ses bêtes, dans ses champs, en train de faire son métier d'agriculteur. Donc du coup, il parle à pas grand monde, si ce n'est Christine et sa femme. Je crois qu'on nous mentionne même pas des amis. On sait qu'il a des frères, mais il ne leur parle pas, ou en tout cas, on les voit pas et on n'en entend pas trop parler. C'est le quarantenaire, un peu bourru, un peu rural, mais bonne patte, qui habite dans sa ferme et qui s'en contente et qui n'a besoin de voir personne d'autre. Qui a épousé Marion assez tardivement. Je crois qu'ils se sont mariés vers la trentaine, enfin qu'ils se sont rencontrés vers la trentaine. Et Marion, elle, c'est tout l'opposé. C'est une citadine, elle travaille dans la ville la plus proche, donc qui est à 30 km du petit bourg, il faut prendre la voiture, c'est les routes de campagne, il fait nuit, il y a des routes qui sont pas bétonnées, c'est limite des chemins, enfin voilà. Donc elle travaille à la ville, dans une imprimerie, elle a des collègues féminines également, avec qui elle s'entend bien, elles sortent ensemble tous les vendredis soirs pour boire un verre, pour aller en boîte, etc. Et ils ont un accord plus ou moins tacite entre Bergogne et sa femme Marion, elle vit sa vie à la ville, moi je vis ma vie à la campagne, mais on se retrouve et on se parle pas trop entre nous, mais on s'est retrouvés comme ça, on s'est rencontrés comme ça, c'était comme ça depuis le début, et ça nous va très bien. Et ils ont donc eu une petite fille, Ida, qui a 10 ans, et qui elle est très proche de Christine, la voisine, et avec qui elle peint, parce que Christine donc est une peintre à la retraite, une peintre retraitée, et donc elle passe beaucoup de temps chez Christine en rentrant de l'école, parce que son père est avec les bêtes dans les champs, sa mère travaille en ville, donc elle va chez la voisine, elle prend le goûter chez la voisine, elles ont vraiment une relation très fusionnelle. Et donc on a ces 4 personnages qui
qui sont implantés. Et le roman fait 600 pages, et les 600 pages vont raconter toute une journée. Donc on commence la journée avec Bergogne et Christine, la voisine, et ensuite chacun commence à faire sa journée, mais très vite, on sent qu'une ambiance de thriller s'installe. Il y a des trucs un peu bizarres, quelqu'un qui rôde autour de la campagne, un homme qui vient se présenter comme un potentiel acheteur d'une maison à côté qui veut rencontrer les voisins. Petit à petit, des choses un peu louches arrivent dans la journée de chaque personnage et on se rend compte qu'il va peut-être se passer quelque chose. En ayant lu des avis ou des résumés là sur internet, j'ai vu que les gens, dans leurs avis, disaient ce qui va se passer. Et selon moi, c'est dommage parce que moi, je savais pas ce qui allait se passer jusqu'à... Je pense que ça arrive à la page 200 ou 300, donc à presque la moitié du roman. Et si j'avais su, j'aurais été déçu, et ne pas le savoir, ça m'a permis de vraiment rentrer dans cette ambiance très très particulière, très très gênante, mal à l'aise, malaisante plutôt. Et vraiment, c'était addictif parce que je savais pas du tout ce qui allait se passer. Et plus en plus dans ma lecture, j'étais mal à l'aise, j'étais gêné, mais en même temps, j'avais envie de lire parce que ce qui marche très bien également avec cette ambiance, c'est que Laurent Mauvigné étire la moindre action, étire la moindre minute, la moindre seconde, au moyen de phrases qui peuvent faire 1 page, 2 pages, 3 pages, sans ponctuation, sans prendre le souffle. C'est vraiment une lecture en apnée, avec cette ambiance qui se crée au fur et à mesure, plus moi le lecteur qui était en apnée tout du long à cause de ces phrases à rallonge, de ces descriptions, mais qui... Moi, je ne les trouvais pas chiantes. Après, je pense que le style peut dérouter plus d'un, et c'est pour ça que, à mon avis, c'est pas du tout le bon roman pour commencer à lire Mauvigné. Il vaut mieux prendre un texte plus court, genre Loin d'eux, qui a plus ou moins la même construction, la même narration, mais qui fait 150 pages, alors que là, on est sur un 630 pages. Et voilà, c'est ça. Vraiment, il tirait les actions, il étirait le temps, et en même temps, bah, ça me faisait lire plus vite, ou en tout cas plus, peut-être pas plus vite, mais ça me donnait encore plus envie de me plonger dans le roman et de savoir ce qui allait se passer dans ce hameau. Et même après, donc quand l'élément déclencheur, je sais plus comment on appelle ça, mais quand le truc se passe, ça fait comme une petite explosion au milieu du roman, et après ça reprend cette lenteur, ce temps qui n'en finit pas, un peu comme cette horloge de Dali qui fond et qui dégouline. Il y a très peu d'action, je vous dis, ça se passe sur une journée, il se passe quand même un élément qui après continue jusqu'à la fin du roman, mais il y a peu d'action. C'est surtout très psychologique, pas philosophique. Moi, c'est ça que j'ai souvent la différence entre la psychologie et la philosophie, quand ça parle un peu dans des théories à la con et tout, que ça me saoule. Mais là, c'est plutôt dans les personnages, on en apprend un peu sur leur passé, comment ils appréhendent la vie. C'est de la psychologie des personnages qui est des fois, parfois poussée à l'extrême avec ces descriptions, ces ralentissements dans l'histoire, dans le récit. Et en même temps, c'est un moyen de redonner la parole à ceux qui n'ont pas la parole. Donc, celle qu'on prend pour l'excentrique du village, celle qu'on prend un peu pour une Marie Couche-toi-là qui a 30 ans a épousé un mec 10 ans plus vieux qu'elle, avec une situation, et Bergogne qui est un peu ce personnage bourru et en même temps bonne patte, ce campagnard, ce bon fermier, ce bon voisin qui habite dans la ruralité. Donc, Laurent Mauvigné donne la parole à la ruralité, donne la parole à ceux qui n'en ont pas, et à ceux qui ne savent pas l'exprimer. Et c'est pour ça que j'aime toujours autant ce qu'il fait. J'ai beaucoup aimé celui-là, et j'en ai déjà un autre dans ma pile à lire pour cet été, et je vais continuer à le découvrir avec plaisir et envie à chaque fois. J'ai été très sérieux là, je suis en train de me rendre compte, ça fait 20 minutes que je filme, c'est très rare que je filme 20 minutes pour parler que de 2 bouquins, mais j'ai vraiment beaucoup aimé les 2 bouquins. Et du coup, je dois avoir un ton très sérieux sur ces 2 premiers romans, dont vous n'avez peut-être pas l'habitude sur cette chaîne. Ensuite, j'ai lu Pollen de Joël Wintrebert aux éditions du Diable Vauvert Poche, les poches du diable. J'arrête pas de roter. Ah, je baille là. Un bon bailleur en fait bailler 10. Est-ce que vous avez baillé? Dites-le moi en commentaire. Il est sorti dans le début des années 2000 et vient d'être réédité aux Poches du Diable, donc la collection Poche de Diable Vauvert. Et quand j'ai voulu faire le concours Instagram, je voulais mettre un roman de science-fiction. J'avais pas spécialement d'idée de roman qui, moi, m'avait beaucoup plu en science-fiction. Du coup, j'ai demandé à la libraire. Elle m'a dit, bah ça vient d'être réédité, c'est très bon. Voilà. Donc, je l'avais fait gagner sans l'avoir lu. Donc, je voulais quand même le lire avant de... Enfin, non pas avant, parce que je l'ai déjà fait gagner, mais je voulais le lire pour me faire mon propre avis, puis ça m'intéressait. Donc, Pollen, ça nous dit pas trop combien de temps ça se passe après notre ère actuelle, mais on se doute que c'est quand même quelques centaines d'années après, là, 2020, quoi. Donc on est sur une planète qui s'appelle Pollen, je crois. Des fois, je patauge pour faire des résumés ou expliquer mon ressenti, mais alors là, je vais patauger, je vais me noyer, parce que parler de science-fiction, j'ai tellement pas l'habitude que j'ai pas le vocabulaire, j'ai pas le cerveau et la mémoire pour. Ça, vous avez déjà remarqué que j'oubliais tout. Et alors là, je l'ai terminé il y a 2 jours, hein,
J'ai bien aimé, mais j'en ai quand même oublié beaucoup. Donc on est dans une civilisation où c'est les femmes qui ont le pouvoir. La personne qui a créé cette civilisation s'appelle Jade, donc Jade est morte, mais maintenant c'est un peu comme la déesse de cette civilisation. Dans une société dirigée par 100 femmes et 100 conseils de femmes, avec quelques hommes quand même, mais c'est surtout les femmes qui ont tout le pouvoir, qui occupent tous les postes importants. Les hommes font partie des cabinets, voilà. C'est très politique, il y a beaucoup de politique quand même dans le roman. Les femmes ont le pouvoir et pour qu'elles le gardent, en fait, elles contrôlent les naissances. Les naissances se font de façon artificielle et pour 2 femmes, on fait naître qu'un homme. Donc du coup, les femmes ont toujours le pouvoir car il y a toujours plus de femmes sur la planète et ce seront toujours les femmes qui auront le plus de facilité à évoluer dans la société. Ça sera aux femmes qu'on offrira les postes les plus importants, ce sera les femmes qui seront mises en avant dans tous les corps de métier, dans tous les pans de la société. Donc voilà, les femmes sont toujours plus importantes que les hommes. Et on fait naître donc ces 3 enfants, ces 2 femmes et ce garçon, par triade. Donc en fait, c'est des 3 frères et sœurs, c'est des jumelles en fait, parce que tout le long du roman, dans l'écriture, le féminin l'emporte sur le masculin. Donc s'il y a 2 femmes, un homme, on dira elle au pluriel. Le féminin l'emporte tout le temps sur le masculin. J'essayais de partir dans des explications, mais je me suis perdu, je l'aurais sûrement coupé. Le féminin l'emporte sur le masculin tout le long du roman. Et donc on va être dans cette société très contrôlée, comme malgré tout, hein, vous voyez, on contrôle les naissances, ça me fait penser un peu à Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Et après, même tout le reste de la société est assez cadré, assez régulé, pour pouvoir maintenir cette société très pacifiste, très utopiste, où la nature est très importante. Les femmes, en fait, les populations habitent dans des arbres qu'on appelle des nids, donc les maisons sont des espèces de gros arbres, elles dorment dans des... Il y a des pièces, mais en fait c'est comme elles disent leur nid, et c'est un arbre attribué à chaque famille. Et vous vous doutez que dans une société aussi contrôlée, il va y avoir un élément déclencheur. On va continuer sur ce terme parce que je ne suis toujours pas sûr si c'est le bon, mais j'ai celui-là en tête. Donc il va y avoir un élément déclencheur dès le début du roman, c'est le premier chapitre, si ce n'est le prologue, qui va faire un peu basculer cette utopie, cette société pacifiste, maîtrisée, matriarcale, cette civilisation, voilà. Donc un homme va se faire tuer, le meurtre et la violence est très répréhendé dans la société parce que on veut maintenir cette illusion de paix constante. Enfin, c'est pas une illusion, il y a une paix constante. Et donc on retrouve cet homme et il est condamné. Et après, à cette suite de cet événement, plein de trucs s'enchaînent, des conflits politiques, il n'y a pas trop d'action. Enfin, c'est pas un roman d'action, c'est surtout un roman plutôt politique où des mécanismes se mettent en route entre les différentes personnes. On va découvrir l'existence du bouclier, qui est un satellite de la planète Pollen, sur laquelle sont envoyés des hommes pour qu'ils deviennent des guerriers. Et en fait, ces guerriers sont censés protéger la planète de Pollen, mais en même temps, ils n'ont plus le droit de remettre les pieds sur Pollen. Les femmes, dans une cérémonie du don, tous les ans, sont choisies par un guerrier. Il y a 3 femmes qui sont choisies par un guerrier pour aller vivre sur le satellite, donc bouclier, et pour pouvoir avoir une vie plus ou moins normale, ou en tout cas qui ressemble plus à la vie que nous avons. Donc il y a Pollen et le bouclier qui cohabitent. C'est évidemment la présidente de Pollen qui dirige également le bouclier, en coopération avec un autre homme qui est le président du bouclier. Et voilà, donc après c'est des relations dans le roman entre ce satellite et cette planète matriarcale, donc le satellite sur lequel les hommes sont majoritaires mais qui sont quand même sous le joug des femmes et où les femmes sont un peu reléguées à leur rôle d'antan de mères nourricières, de mères qui enfantent, de mères qui font à manger, qui s'occupent de leur mari, enfin voilà, un schéma assez archaïque, j'ai envie de dire. Donc c'était sympa. Il y a 2-3 trucs qui m'ont gêné, principalement c'est qu'il y avait beaucoup de sexe. Enfin, j'ai pas vraiment saisi cette volonté de mettre des scènes de sexe assez régulièrement entre plusieurs personnages, parce qu'il y a quand même une grande galerie de personnages, même si on suit une triade principale, donc 2 filles et un garçon. Sur tout le long du roman, on va suivre ces 3 personnages avec des points de vue alternés en fonction des chapitres. Il y a beaucoup de scènes de sexe entre différents personnages et j'ai pas compris pourquoi, enfin ce que ça a apporté. Et parfois peut-être un manque de rythme dans le sens où je vous disais, il n'y a pas trop d'action, c'est surtout des conflits plus ou moins politiques, des manœuvres politiques, et l'ennui peut se faire ressentir, mais après vu que c'est assez court, ça fait à peine 300 pages, moi je l'ai lu en deux fois, quoi. Je l'ai commencé le soir, je l'ai fini le lendemain, et c'était sympa, c'était pas non plus génial, parce qu'en plus, ce que j'ai pas trop aimé, c'est la fin. Et en lisant la fin, je me suis dit, alors soit je l'ai pas compris, soit ça remet en question tout le bouquin, enfin pas tout le bouquin dans le sens l'histoire, mais dans le sens les messages qui ont voulu être véhiculés, parce que on nous montre donc une société où les femmes sont majoritaires, où les femmes ont le pouvoir,
Et en fait, on comprend vite que c'est pas forcément mieux que si c'était les hommes, et que le fait qu'un des sexes ait l'ascendant sur le deuxième sexe, ça pose des soucis dans tous les cas. Donc après, c'est donc du coup un roman plutôt sur l'égalité, la parité, etc. Mais voilà, donc j'ai un peu été déçu par la fin et par ces scènes de sexe un peu absurdes, enfin selon moi, qui n'apportaient pas grand-chose au roman. Ma dernière lecture, c'est Le Jardin arc-en-ciel de Ito Ogawa aux éditions Pic et Poche. J'ai changé de boisson, parce qu'entre temps, oui d'ailleurs, j'ai dû bouger le cadre, désolé. Entre temps, la batterie a lâché la rampe, elle a tout abandonné, et donc du coup, j'ai dû faire une pause. Donc dans Le Jardin arc-en-ciel, on va suivre, alors là, je vais mettre mes lunettes pour revoir les personnages. Izumi et, attendez, ça va me revenir, Chiyoko, voilà. Izumi, Chiyoko, Suzuki et Takara, ou Takama, je sais plus. Bref, 4 personnages. Dans le début du roman, dans le prologue, on rencontre Chiyoko au bord des rails, au bord d'une voie ferrée, qui veut se suicider. Izumi passe à ce moment-là, donc Chiyoko est adolescente, elle doit avoir 19 ans je crois au début du roman, et Izumi elle a déjà la trentaine voire la quarantaine. Et elle passe à côté, elle attrape la main de Chiyoko et elle l'invite chez elle pour lui parler, l'empêcher de se suicider. Et très vite donc une histoire démarre entre Izumi et Chiyoko, elles vont tomber amoureuses et elles vont vouloir vivre ensemble. Sauf que ça se passe dans la société japonaise contemporaine, où l'homosexualité est encore mal accepté, peu accepté, où les gens qui sont un peu différents, qui ne rentrent pas dans un moule ou dans un cadre préétabli, sont un peu mis de côté. Du coup, elles vont avoir beaucoup de mal à vivre leur histoire d'amour, surtout que Chiyoko, en fait, on comprend très vite que c'est son homosexualité qui l'a fait partir de chez elle et qui aurait pu l'amener à se suicider. Elles veulent vivre ensemble, elles se font revivre l'une l'autre grâce à cet amour, grâce à cette relation, parce qu'on comprend très vite que Izumi, elle avait pas non plus une vie super fun, quoi. Et donc du coup elles partent. Alors, Izumi a déjà un enfant, elle est séparée du mari, mais elle est mère célibataire d'un jeune garçon. Et donc elles font une fuite, elles prennent leur voiture, elles sortent de Tokyo, elles roulent, et elles trouvent une petite maison perdue au fin fond d'un village qui est lui-même perdu au fin fond de la campagne japonaise. Elles appellent ce village le Machu Picchu parce que c'est un village, vous savez, un peu en hauteur, entouré de rizières avec plusieurs étages et la maison perdue au milieu de rien. Et elles décident de vivre leur histoire d'amour, donc à trois, Izumi, Chiyoko et Suzuki, le fils d'Izumi. Leur histoire d'amour à trois, où elles vont essayer de vivre un peu de ce qui les entoure, de trouver un boulot rapidement, mais de vivre dans ce petit cocon de paradis qui est cette vieille maison perdue qu'ils ont achetée. Donc du coup, elles la retapent, elles la refont de fond en comble. Et petit à petit, en fait, elles vont vouloir faire de cette maison une auberge pour toutes les personnes qui sont dans leur cas. Donc des personnes qui se sentent seules, des personnes homosexuelles qui ont envie de prendre du temps pour eux, de se reposer, de faire une retraite, et elles vont accueillir toutes ces âmes en peine, ces âmes seules dans cette auberge. Et vraiment, c'était un excellent moment de lecture. Et donc quand j'ai commencé ce roman, la première moitié, je me disais, j'avais les mêmes sentiments que quand tu lis un roman dit feel good, assez léger, mais en fait c'était pas par le propos ou par le ton employé, c'était la plume que je dis japonaise, mais il n'y a pas une plume japonaise ou une plume asiatique, mais c'est cette façon d'écrire avec l'économie de mots qui arrive à te faire passer beaucoup de sentiments, beaucoup de ressentis, installer une ambiance, une atmosphère assez enveloppante, assez dodelinante, je sais pas trop comment dire. Et vraiment, j'étais dans cet état d'apaisement et de bien-être, et les pages défilaient parce que, encore une fois, le quotidien est très bien raconté, le banal également, et on s'attachait très vite à tous les personnages qu'on rencontrait, et du coup, vraiment, j'avais un sentiment de bien-être. Ça s'assombrit un peu dans la deuxième moitié, genre, j'étais un peu plus, pas mal à l'aise, mais un peu plus triste aussi, peut-être par le fait que je sentais la fin approcher et j'avais vraiment pas envie d'arriver à la fin. J'avais envie de rester dans cette auberge, dans ce jardin arc-en-ciel avec Izumi et Chiyoko qui arrivaient bon an mal an à trouver leur équilibre, leur place dans cette société, trouver un but en fait, à leur existence, se retrouver elles-mêmes, et c'était beau, c'était bon. J'ai passé un excellent moment, c'était la première fois que je lisais du Ito Ogawa, qui est quand même, je pense, un monument dans la littérature japonaise contemporaine, je crois, et j'ai passé un très bon moment, très 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 bon moment. C'était, je vous dis, encore une fois, en fait, j'ai été sous le charme de cette façon d'écrire très particulière, qui en peu de mots, en peu d'explications, en peu de phrases, très, très facilement nous fait passer par des dizaines d'émotions, nous fait nous sentir bien,
Et puis c'est tellement immersif. Moi, vraiment, dès l'instant que je commence un roman japonais, même si on nous en dit pas plus, alors après c'est peut-être de l'imaginaire collectif, mais je suis directement rentré dans le bouquin et j'imagine vite où on est, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, alors qu'on nous le décrit pas spécialement. Donc oui, ça doit être forcément de l'imaginaire collectif si sans description j'arrive à m'imaginer où on est et comment c'est. Ouais, je sais pas. J'ai soif, j'ai la gorge, le gosier a séché. Donc en gros voilà, c'est un très beau roman sur l'intolérance, les préjugés, l'homosexualité, l'amour, la famille. C'est plein de beaux messages sans être cucu ou pathos. Ce que j'ai lu pour l'instant de littérature japonaise, c'est qu'on tombe jamais dans le pathos, on n'est jamais dans le montrer du doigt, on est à mi-chemin entre là la transgression, parce qu'on nous parle d'homosexualité et de couples homosexuels qui arrivent à vivre en paix et être tolérants et être acceptés dans une société qui normalement fait tout pour un peu les exclure ou en tout cas les cacher, ne pas les mentionner. Je pensais pas trouver quelque chose comme ça dans la littérature japonaise à première vue et je suis très content de l'avoir lu. C'était Céline du compte Instagram Au Bonheur de Lire, si je ne dis pas de bêtises, je vous mettrai en barre d'infos, qui en avait parlé dans le live de Isabelle des Chroniques du Hérisson. À force, je vais quand même la mettre en barre d'infos, mais vous voyez qui c'est Isabelle, qui avait fait un live anti-panne de lecture. Et Céline avait dit que ce roman était parfait, et vraiment, donc il n'est pas très gros non plus, 350 pages, je l'ai bouffé, je n'arrivais pas à le lâcher, je ne voulais pas quitter les personnages, je ne voulais pas quitter le Machu Picchu, je voulais rester, je voulais prendre mon billet d'avion, ma voiture, mon bus, mon train, tout ce que vous voulez pour aller les retrouver et passer un repas avec elles. Tous les sens sont mis à contribution, on nous parle de nourriture, on nous parle d'odeur, on nous parle de jardin, de rizière, de toucher, enfin vraiment tous les sens sont mis à contribution et j'avais envie de partager un repas dans ce jardin, dans cette baignoire, au milieu de la clairière, à regarder le ciel étoilé parce qu'on se trouve dans le village où il est dit qu'on voit les plus belles étoiles du Japon, donc du coup j'avais envie d'aller voir les étoiles avec eux. Enfin bref, voilà, je ne tarirai pas d'éloges sur ce roman car c'était vraiment un très très bon moment et donc ce qui me fait dire que sur mes 4 dernières lectures, si ce n'est Pollen sur lequel j'ai eu quelques réticences, les 3 autres, Histoire de la nuit, En attendant Godot et Le jardin arc-en-ciel, j'ai passé un excellent moment. C'était donc tout pour ce point lecture qui je pense va être peut-être un peu plus long qu'à l'accoutumée. C'est le problème quand je lis des livres que j'adore, j'ai vraiment envie d'en dire le plus possible et en même temps de vous donner envie parce que là, alors même si Histoire de la nuit c'est peut-être un peu compliqué ou en tout cas je peux comprendre que ça ne plaira pas à tout le monde parce que c'est quand même un gros exercice de style, on va pas se cacher. Il a voulu sur 600 pages étaler sa narration, son procédé d'écriture, sa façon d'écrire, alors que jusque-là je crois qu'il avait écrit quand même des romans un peu plus courts, l'auteur. Donc voilà, c'est tout pour ces lectures cette semaine. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous avez envie de la faire voyager, je vous demande de la partager. Et si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? On se retrouve samedi prochain à 9 h pour la vidéo rentrée littéraire dans laquelle je vous donnerai ma sélection de mes 20 romans de la rentrée littéraire que j'ai envie de lire. Et puis voilà, et puis sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes découvertes. On va rajouter de bonnes vacances parce qu'on est au mois de juillet et d'être heureux.